Chers consoeurs et chers confrères, bonjour. Les laboratoires Pharmalliance vous remercient de vous être joints à nous pour assister à la visioconférence dont le thème stress, aspects psychologiques et psychiatriques liés au Covid-19, un sujet d'actualité mondiale qui nous concerne tous. Au nom de Pharmalliance, nous tenons à remercier chaleureusement professeur Madvi, chef de service de psychiatrie de l'EHS Mahmoud Delamri de Constantine, pour sa grande disponibilité qui nous honore comme à chaque fois en acceptant d'animer ce webinaire. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente visioconférence et je cède la parole à professeur Madvi. À vous la parole, professeur Madvi. Merci Sarah. Donc, chers confrères, chères consoeurs, chers auditoires, je tiens tout d'abord à mon tour donc à remercier les laboratoires Pharmalliance de nous avoir offert ce petit espace d'échange virtuel et je remercie aussi vivement toutes les personnes qui ont participé, qui ont accepté notre invitation. Et donc, je vais parler un peu de stress, aspects psychologiques et psychiatriques liés au Covid. En fait, je vais parler de tous les aspects à la fois psychologiques, psychiatriques, qui sont liés aussi bien à cette pandémie, donc à la Covid. Il semblerait qu'il faut dire à la Covid et pas le Covid, selon le Larousse. Et aussi tous les aspects psychologiques et psychiatriques liés aussi bien au confinement qu'au déconfinement. Et bien sûr, j'illustrerai mes propos par des vignettes cliniques ou alors par des faits cliniques pratiques, comme ça pour vous donner un peu une idée de la situation, du moins dans notre institution. Alors, je commencerai par dire que cette épidémie de coronavirus est une crise sanitaire inédite, sans précédent. C'est vrai que notre pays vraiment, il est passé par plusieurs, on va dire, situations très stressantes. Je citerai le colonialisme, le terrorisme, toutes les catastrophes naturelles, mais en fait, aucune n'a créé un stress similaire. Alors, une première explication, pourquoi? Parce que cette fois, peut-être que l'ennemi est invisible, le virus, on ne peut pas le voir. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, du moins au début. On ne sait pas comment ce virus réagit, comment il va impacter notre santé. Beaucoup aussi de fausses informations concernant le nombre de décès, la façon dont il faut se comporter avec ce virus. Là aussi, du moins au début, là on commence un peu à s'organiser, les informations sont un peu plus fluides, mais ça a été quelque chose donc d'inédit et je dirais que nous sommes même acteurs de notre propre histoire. D'habitude, les historiens, quand les événements se terminent, ils écrivent l'histoire. Là, vraiment, on a tous les chiffres et chaque jour, nous écrivons l'histoire nous-mêmes. L'absence de préparation, c'est quelque chose qui est venu comme ça brutalement, de coordination peut-être entre les structures concernées, les autorités, et surtout le manque de moyens, notamment dans les structures dédiées au Covid. On le voit maintenant, ce sont nos confrères qui sont directement donc chargés de traiter le Covid qui nous en parlent, nous font redouter un peu les scénarios les plus sombres pour la santé mentale, aussi bien de nos soignants que des patients. Et surtout, il n'y a eu aucun plan pour la santé mentale. Il y a quelques jours, une note ministérielle est tombée et qui a concerné justement l'hospitalisation des patients psychiatriques. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et je dirais que si le stress est utile, ce stress absolu qui nous permet d'anticiper les situations, de combattre ou de fuir devant un danger, il va parfois nous laisser dans un état de sidération, et c'est ce qu'on appelle le stress relatif, avec des conséquences à la fois physiques, psychologiques, qui peuvent aller du stress aigu au stress post-traumatique. En fait, qu'est-ce qui fait la gravité ou la gravité, l'intensité de ce stress? Ce sont surtout nos expériences antérieures d'événements stressants, le soutien peut-être de l'entourage, la santé physique, l'âge et peut-être même nos antécédents personnels. Et donc, chacun de nous va réagir de façon différente à ce stress.
Alors, les manifestations, elles sont multiples, à la fois physiques, psychologiques, émotionnelles et comportementales, notamment des troubles somatiques. Certains vont percevoir peut-être des gènes respiratoires, des troubles génito-urinaires, de la fatigue, des troubles du sommeil, une préoccupation peut-être aussi permanente concernant l'avenir, la peur des autres et à l'extrême des troubles de l'humeur. Et justement, c'est ce point-là sur lequel je voudrais m'arrêter. En fait, il y a vraiment une limite entre ce qui est de l'ordre des manifestations normales et des manifestations pathologiques. Donc, tout ce qu'on peut ressentir comme stress à un moment donné et pendant une période donnée, ça va être des manifestations qui sont tout à fait normales à une situation stressante. Alors, je voulais parler aussi du confinement. Je ne sais pas si en Algérie, on peut parler de confinement ou s'il est respecté complètement. Du moins, Constantine, ce n'est pas le cas de tout le monde. On pourrait aussi expliquer ça par plusieurs hypothèses. Alors, certains ont trouvé 5 phases, d'autres 7 phases, mais il faut savoir quand même que pendant le confinement, on va passer par plusieurs phases. La première qui est la plus compliquée, et c'est celle qui va faire qui fait suite à l'annonce du confinement, et on est dans ce qu'on appelle en mode réactif, c'est-à-dire qu'on va toujours lire les news, on va voir l'actualité, et on est vraiment dans un état de panique. Par la suite, va s'installer donc la phase de sécurité. En fait, on commence un peu à baisser nos défenses et on commence aussi à ranger nos placards. Ensuite, il y a la phase d'appartenance. C'est cette nouvelle normalité. On va s'installer un peu dans une nouvelle routine et d'autres habitudes au quotidien qui vont créer cette nouvelle normalité. Ensuite, la phase de l'importance, c'est-à-dire qu'après toutes les phases précédentes, en fait, on a changé, on a subi des changements et en très peu de temps, là, de nouvelles idées surgissent et à laquelle il faudrait être attentif, notamment peut-être des transformations dans notre mode de vie, de nouvelles idées donc pour l'avenir à venir. Enfin, l'auto-actualisation qui signifie tout simplement que même si on reste vigilant et surtout reconnaissant au bon Dieu peut-être d'avoir échappé à cette pandémie dévastatrice, essayer vraiment cette fois de prendre des décisions et d'accélérer des changements dans notre style de vie. Je disais que certains peut-être vont privilégier leur travail par rapport à la famille ou inversement. D'autres vont se reconnaître des talents culinaires ou même inventifs, allez savoir. Et donc, le confinement peut être utile un peu pour faire des priorités dans sa vie. Alors, concernant le sentiment de mal-être psychologique depuis le confinement, il y a eu plusieurs études. J'ai voulu partager avec vous cette étude de l'Institut belge donc, de recherche santé et société qui montrait un peu qu'un Belge sur 2 était victime psychologique du confinement. En fait, le confinement a des effets palpables sur la propagation de l'épidémie et des effets surprenants sur la santé mentale. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous protège et à la fois aussi, ça peut nous affecter. Une petite remarque aussi, c'est que peut-être les plus jeunes avaient moins ce sentiment de mal-être psychologique depuis le confinement que les personnes âgées. Là aussi, une autre hypothèse, c'est que peut-être les plus jeunes sont toujours dans l'action, dans l'activité et cet arrêt brusque peut-être va leur faire plus de mal que par rapport aux personnes âgées qui ont justement d'autres priorités dans la vie et ont plus de temps pour rester à la maison. Enfin, ça peut être une explication, hein. Je voulais aussi vous parler des hypocondriaques, ces personnes qui ont une peur excessive et obsessionnelle de la maladie. Alors, il y en a ceux qui ont peur que le mal vienne du corps lui-même et d'autres qui ont peur du mal qui pourrait venir de l'extérieur. Et ce sont ceux-là qui pourraient être susceptibles de céder à la panique en rapport avec la pandémie du coronavirus. Et peut-être aussi pendant le confinement, l'hypocondriaque qui a tout le temps besoin de consulter les médecins, qui a besoin que sa famille prenne soin de lui, peut-être que dans le confinement, il peut se sentir délaissé. Et là, il peut aussi développer des crises de panique
qui peuvent être liées soit à la peur d'être contaminé ou alors de contaminer les autres et de transmettre le virus. En fait, on a dit que cette situation va aggraver ou bien va faire apparaître une certaine anxiété chez les personnes les plus prédisposées, notamment les hypocondriaques ou ceux qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, il faut savoir que la peur est un sentiment qui est normal, qui est naturel, parce qu'on est vivant. Seulement, il faut savoir accepter les manifestations somatiques et psychologiques qui peuvent accompagner cette peur et qu'elles partiront d'elles-mêmes. Il faut surtout pas les éviter parce que plus on les évite, plus elles vont réapparaître. C'est vraiment tout le secret de la thérapie. Voilà des exemples de ce qu'il faut faire pour se rassurer. Par exemple, surtout utiliser des sources fiables, se déconnecter des réseaux sociaux. Je sais que c'est pas toujours évident. Un travail de réflexion personnelle à faire, comme je disais tout à l'heure, peut-être se trouver des priorités dans la vie et pourquoi pas apprendre des exercices donc de relaxation. Ça peut aider grandement. Alors, je voulais aussi m'arrêter sur le deuil particulier en contexte de Covid. En fait, peut-être parmi vous et peut-être plusieurs personnes ont perdu un proche quasiment donc du jour au lendemain. Peut-être que les personnes n'étaient même pas autorisées à visiter le patient qui était atteint de Covid. Et certains patients aussi nous disent qu'ils ont eu peur de visiter leur patient. Ça engendre aussi beaucoup de sentiments de culpabilité. Et donc, faire son deuil d'un proche décédé du Covid peut être particulièrement douloureux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour faire son deuil, l'humain, l'esprit a besoin de preuves virtuelles, il a besoin de quelque chose, d'une vraie séparation physique et concrète. Sinon, le deuil, il est soit traumatique, soit il ne se fait pas et la personne, elle reste dans le déni. C'est un peu le cas des personnes disparues. Par exemple, je donnerai l'exemple des personnes disparues dans le terrorisme dont on n'a jamais retrouvé le corps. Alors, ces personnes, elles restent tout le temps dans la revendication parce que justement, il n'y a pas eu ce travail de deuil. Le confinement et l'isolement va encore renforcer ce sentiment de solitude et les personnes peuvent vraiment se recroqueviller sur elles-mêmes et se séparer carrément du monde. Ajouter à cela les procédures administratives compliquées, les rituels dont on est privé, les rituels qu'on fait chez nous pour le défunt, les cérémonies restreintes. On sait que, par exemple, il ne faut pas être plus de 3 personnes pour aller enterrer le défunt, cette impossibilité de voir le corps et parfois même les enterrements reportés. Je voyais un parent de patient Covid qui était à la morgue et qui avait fait une crise de panique et une crise de pleurs. Pourquoi? Parce que son parent était resté à la morgue pendant plus de 3 semaines et qui n'arrivait pas à l'enterrer. Et on comprend que ce soit très, très difficile. En fait, peut-être qu'il faudra essayer d'inventer d'autres rituels pour honorer la mémoire du défunt et peut-être aussi attendre la fin du confinement pour organiser la cérémonie. Alors, le confinement, alors va-t-on souffrir d'état de stress après le confinement? Voilà, je disais, est-ce que en Algérie, on a vraiment fait le confinement? En fait, normalement, l'annonce du confinement est un choc, une sidération, un état de déni ou encore de la colère. Chez nous, on l'a un peu vu, on est un peu dans cette situation de déni. Face à l'épidémie, avec un refus de confinement, une banalisation des faits. C'est quelque chose qui a été inventé, cette épidémie n'existe pas, et surtout avec des prises de risques inconscients, et on voit comment les gens ne respectent pas du tout le confinement. Ça, c'est une première explication. Moi, j'irai encore un peu plus loin, c'est presque un désir inconscient de mort pour certains.
Et donc, je dirais que si certains arrivent à surmonter cet état est vraiment s'adapte sans difficulté. Au contraire, par exemple, le confinement va être une situation pour trouver une autre manière de vivre, puiser dans ses propres ressources, se reposer, faire plein de choses. D'autres vraiment vont s'installer dans une phase carrément dépressive, pourquoi pas post-traumatique, état de stress post-traumatique. Alors, quels sont les facteurs potentiellement traumatisants? C'est surtout cette privation de liberté, on est presque enfermé, et l'isolement. On a toutes ces annonces quotidiennes de mort de patients Covid. C'est pour ça qu'il faut aussi parfois se distancer de toutes ces news. Parfois le véritable sentiment d'être en guerre, contre un ennemi invisible et contre lequel on n'a pas toujours trouvé de médicaments. Parfois, ce sont les conditions de vie, notamment, je citerai le cas des patients, par exemple, psychiatriques, qui parfois vivent dehors, la situation, le contexte des violences conjugales aussi qui peuvent s'aggraver. Je n'ai pas de statistiques en Algérie, mais je sais qu'en France, les numéros verts et les statistiques ont vraiment augmenté de façon exponentielle. Et aussi, surtout, les situations de précarité. Et là, je vous raconterai le cas d'une patiente que nous avons hospitalisée à la suite d'une tentative de suicide. En fait, c'était une mère célibataire qui avait à sa charge un jeune adolescent qui faisait comme ça des petits boulots à l'extérieur pour vivoter, je vais dire, pour survivre. Et avec la fermeture de tous les commerces, elle s'était vraiment retrouvée en situation de précarité extrême. Et après avoir cherché toutes les solutions, elle a vraiment fini par tenter de mettre fin à ses jours. C'est vrai qu'il y avait une fragilité psychologique antérieure, mais cette précarité financière a quand même beaucoup aggravé les choses. Alors, la durée aussi du confinement, qui est un facteur donc aggravant, surtout chez les sujets fragiles. Il y a eu beaucoup d'études chinoises, surtout dans l'épicentre de la pandémie à Wuhan, et un pourcentage de 18,4% des personnes confinées étaient affectées par ce syndrome post-traumatique. Donc, toujours dans les études qui ont examiner la prévalence et les prédicteurs du PTSD ou de l'état de stress post-traumatique pendant la pandémie. Cette étude qui a étudié la prévalence et les prédicteurs, c'est-à-dire les annonciateurs de syndrome de stress post-traumatique selon le sexe. En fait, d'abord, la prévalence dans les régions les plus touchées de Chine était de 7% et les femmes avaient signalé un plus grand nombre de PTSD. Par contre, les participants ayant eu une meilleure qualité de sommeil ou une fréquence moindre des réveils précoces, le réveil précoce étant le fait de se réveiller 1 heure avant la date prévue, avaient signalé une baisse du PTSD. Et c'est pour ça que je voulais aussi, je vous parlerai d'autres études qui ont étudié le sommeil pendant le confinement. En fait, le risque de développer ce PTSD après le confinement doivent rester très prudentes parce que toutes les études n'ont pas éliminé les facteurs confondants, ils n'ont pas différencié l'impact du confinement en lui-même et celui de la crise dans son ensemble, notamment le stress post-traumatique chez les soignants qui sont en fait soumis du moins pour ceux qui sont confinés, et on sait qu'il y a certains professionnels qui sont confinés, même chez nous, il y a ce confinement, il y a ce stress surajouté qui est dû bien sûr au décès des patients, au burn-out, à la surcharge de travail. Et en fait, si des symptômes de stress post-traumatique sont recherchés, il faudrait vraiment préciser les composantes de l'événement des symptômes, à savoir, est-ce vraiment c'est le fait d'être isolé, est-ce que c'est la contrainte, est-ce que c'est le risque infectieux ou tout simplement le fait d'être dans un environnement menaçant.
Alors, toujours par rapport au sommeil, ça c'est la task force européenne qui avait donc émis des recommandations par rapport au sommeil pendant le confinement, en disant que le confinement d'abord augmente les niveaux de stress, d'anxiété et de dépression pendant la journée, mais surtout qu'il perturbe le sommeil, sachant l'importance du sommeil dans la régulation de nos émotions. Quand on ne dort pas, en général, on est très mal luné, on se réveille de mauvaise humeur et c'est pour ça qu'il est important aussi de traiter efficacement l'insomnie. C'est une autre étude pardon, qui a aussi étudié le lien entre le Covid, l'anxiété, les troubles du sommeil et le suicide. Et là aussi, il y aurait un lien important entre toutes ces composantes et reconnaître et traiter l'insomnie serait aussi particulièrement important. Pourquoi pendant ces périodes de Covid? Pourquoi? Tout simplement parce que cela pourrait réduire considérablement les suicides, aussi bien chez les patients psychiatriques que chez les personnes non suivies. Alors, il y a eu aussi des études qui sont très intéressantes et qui ont étudié le confinement et la potentielle apparition de symptômes psychotiques. En fait, les études sur les liens entre santé mentale et confinement qui sont liés à l'épidémie, la majeure partie ont fait abstraction de la question des symptômes psychotiques, carrément bouffées délirantes, troubles psychotiques. Et à l'heure actuelle, en termes de symptômes psychotiques, on ne dispose pas donc de données par rapport à l'apparition de ces symptômes psychotiques avec toutes les situations d'isolement social et dans des contextes variés, par exemple les prisons, les expéditions, les voyages dans l'espace ou les patients hospitalisés en réanimation. On ne sait pas très bien si ça aggrave ou si ça provoque des symptômes psychotiques. En fait, les groupes de 2 personnes confinées ensemble semblent être le plus à risque de développer un sentiment de paranoïa. Je pense que la question reste posée. Alors, toujours concernant les symptômes psychotiques ou bien les symptômes psychiatriques développés liés à ce confinement, il faut savoir qu'en général, ils finissent par disparaître à la fin du confinement. Nos confrères privés nous rapportent la notion de flambée d'accès psychotique, c'est-à-dire de manifestations psychiatriques aiguës. Là aussi, il faut rester très prudent. Est-ce que ce sont des manifestations dissociatives qui seraient liées au PTSD ou effectivement des accès psychotiques aigus ou ce qu'on appelle les bouffées délirantes? Il faut savoir aussi que le confinement, les gestes barrières et les autres distances de sécurité peuvent favoriser la perception d'une hostilité ou carrément faire déclencher un délire de persécution, notamment chez les patients psychiatriques. Et au service, nous avons eu surtout des patients qui déliraient autour du Covid, qui étaient carrément convaincus qu'ils étaient atteints de la maladie et ce qui avait accéléré leur hospitalisation. Alors, le confinement et l'humeur, on sait que surtout pour les personnes qui sont prédisposées, qui ont des tempéraments donc dépressifs, cette situation d'ennui et de solitude peut également aggraver les troubles de l'humeur. Il faut se dire seulement que c'est une situation qui est temporaire. Je disais que les Chinois ont fait beaucoup de choses en matière d'études sur le confinement et la détresse psychologique. Et cette étude a été la première enquête nationale sur plusieurs provinces en Chine, qui avait mis en évidence justement la variété des problèmes psychologiques, à savoir le trouble panique, l'anxiété et la dépression, et était sortie avec des recommandations, à savoir qu'il fallait faire une plus grande attention aux groupes vulnérables, donc je disais les patients prédisposés, avec un risque donc de personnalité pathologique antérieure ou carrément donc des maladies avérées. L'accessibilité aux ressources médicales, là aussi c'est une grande question. Il faut choisir vraiment les bonnes ressources.
c'est très compliqué chez nous de pouvoir s'adresser à un médecin en temps de confinement. Et surtout, donc, ils avaient élaboré des espèces de premiers secours, à savoir, par exemple, le débriefing pour pour les personnes en situation de crise. Alors, il faut savoir que le confinement n'a pas que des effets négatifs. On l'a vu aussi en Algérie. Il y a eu beaucoup donc il y a eu une augmentation de la cohésion sociale, du soutien familial et surtout l'attention portée à sa propre santé mentale. Je sais qu'en Algérie, il y a eu des personnes qui ont fait beaucoup de choses, par exemple pour faire des dons ou pour aider à l'achat de masques ou à la confection de blouses ou même de sas de sécurité pour les hôpitaux. Je m'arrêterai aussi, je vais dire rapidement, longuement, sur la peur des soignants face au coronavirus. En fait, ce sont les personnes les plus exposées et après des heures passées à l'hôpital, vraiment, ils ont l'impression de risquer de ramener le coronavirus à la maison. Et en fait, parfaitement donc formés aux gestes barrières, ils sont nombreux à transposer dans leur propre logement les règles d'hygiène strictes qu'ils appliquent dans les établissements de santé. Et cela peut accentuer le stress collectif, c'est-à-dire par rapport à la famille. Nous sommes en train d'élaborer une enquête au niveau du service où nous interrogeons donc les soignants qui sont directement impliqués dans la prise en charge du Covid. Et les premières conclusions sont que les personnes ont plus peur donc de contaminer les autres que de se contaminer soi-même. Et là, ça peut être aussi très, très mal vécu. Alors, comment gérer le stress? Plusieurs techniques. Je disais limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, maintenir les contacts sociaux. Là, je parle surtout des personnes confinées, notamment les professionnels confinés. Donc, plutôt que de se concentrer sur ce qui n'est pas possible de faire, se concentrer sur ce qu'on peut faire en matière de confinement. Donc, essayer de réorganiser son quotidien et tout simplement réapprendre à vivre autrement. On dit qu'il va y avoir un avant et un après Covid, c'est-à-dire que les choses ne vont plus être les mêmes. Alors, le confinement des patients souffrant de pathologies psychiatriques à leur domicile en Algérie, je sais que par mesure de sécurité, ça aussi c'est un geste barrière, nous avons grandement limité les hospitalisations. Nous avons eu peut-être quelques patients dont les familles sont venues pour un renouvellement d'ordonnance et qui nous disent que c'est très difficile d'être confiné. On sait que les troubles cognitifs, la maladie mentale empêchent ces derniers à la fois de comprendre et de respecter les gestes barrières, mais je pense qu'il nous faut encore un peu de temps, un peu de recul pour savoir comment a été le confinement pour les patients psychiatriques, qui je suppose a été très dur. Alors, il y a aussi le problème des addictions. Il faut surtout, là aussi, on n'a pas de statistiques, mais il faut vraiment rester vigilant sur ce risque de déclencher, de maintenir ou d'aggraver des comptes addictifs, c'est-à-dire les toxicomanies, les risques de syndrome de manque auxquels doivent être actifs les soignants et auxquels risquent d'être exposés les patients parce qu'ils n'ont plus ils peuvent plus être ravitaillés, et aussi le risque d'aggravation des pratiques à risque comme la réutilisation ou le partage de matériel, là aussi parce qu'ils sont confinés, ils ne peuvent pas se ravitailler. Une addiction particulière que nous avons remarquée en augmentation, c'est l'addiction à Internet. C'est peut-être aussi le seul moyen d'utiliser le temps, mais il faut faire attention à l'émergence de ce qu'on appelle les cyberaddictions, qui là sont de l'ordre de la pathologie. Et en ce temps de confinement, nous avons rendu
tous les toxicomanes, je vais dire, de la ville qui font des consultations de demande de renouvellement. Et là, c'est un message donc, que j'adresse vraiment aux professionnels de la santé, quels qu'ils soient, généralistes ou spécialistes, vraiment de respecter la durée de la prescription des benzodiazépines qui est de 12 mois pour éviter justement ces débordements qu'on a vus, par exemple, dans une telle situation de confinement. Alors, excusez-moi. Alors, avec le confinement, il y a aussi le déconfinement. Ça va être aussi quelque chose peut-être de dramatique chez certains. Je sais qu'en France, les gens ont demandé à continuer à faire du télétravail, ont refusé de sortir, ont refusé de se déconfiner parce qu'ils avaient peur. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a toujours il y a tout simplement cette perte de la routine et de ces nouveaux repères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il peut y avoir une réapparition des troubles obsessionnels compulsifs, peut-être la phobie des transports et la peur d'être contaminé. Peut-être aussi, on va avoir d'autres modes d'interaction sociale. Je sais qu'au Maghreb, on a tendance aux accolades, aux embrassades. Peut-être que nous allons avoir d'autres normes sociales qui serait peut-être aussi, pourquoi pas, très utile pour nous. Alors le divorce, je ne plaisante pas. Il est vrai qu'au déconfinement, je sais qu'en Chine aussi, il y a eu une explosion du divorce. Peut-être qu'en temps de confinement, on se rend compte qu'il y a vraiment un manque de compatibilité avec le conjoint. Un autre risque aussi, c'est la stigmatisation de cette personne, notamment les personnes qui ont été contaminées, les professionnels qui ont été contaminés. Peut-être qu'on va avoir peur de ces personnes-là. Et tout simplement, donc, comme je l'ai dit, une nouvelle vie qui est totalement différente de celle qu'on a vécue antérieurement. Je sais que si les gens vont divorcer, d'autres personnes vont se sentir mieux et d'autres vont aller très mal parce qu'elles auront perdu un parent ou parce qu'elles auront perdu un travail. Très rapidement, donc ça c'est une diapo qui nous parle un peu de l'argactile, qui est un traitement utilisé dans les symptômes psychotiques. Et il y a des études en cours. Déjà, l'intérêt de ce médicament avait été testé sur les autres virus comme le MERS-CoV et le SARS-CoV-1. Et donc, là, il y a des études en cours pour prouver son efficacité contre le coronavirus, tout simplement parce qu'on s'était rendu compte, dans une étude qui était faite à l'hôpital psychiatrique, donc un hôpital psychiatrique à Paris, qu'il y avait une incidence moindre donc, des formes symptomatiques chez les patients et chez le personnel soignant, à la fois les infirmiers et les médecins. Il est vrai que nous n'avons pas rencontré beaucoup de cas avérés de Covid. Il faut rester aussi très prudent. On ne sait pas si ce sont des personnes qui n'ont pas eu accès aux soins, sachant la stigmatisation qu'on peut porter aux patients malades mentaux. Et donc là aussi, il faut rester très prudent en disant que nous n'avons pas eu de cas, même si nous avons dédié des unités pour le Covid. Par contre, au vu de cette étude qui est très récente, qui vient de sortir, nous avons switché tous nos patients sous l'argactile. Alors, je termine bientôt. Donc, je dirais que les effets néfastes sur la santé mentale de la population en cas de pandémie sont nombreux et peuvent perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les troubles apparaissent tout de suite. Nous aurons peut-être les états de stress post-traumatique qui n'apparaissent pas tout de suite, ils apparaissent même plusieurs années après et peut-être c'est là que nous verrons ces patients. L'intensité de ces effets sera attribuable à certaines caractéristiques ou fragilités individuelles, mais aussi à la manière dont les autorités publiques réagissent à la situation. On sait que par exemple le facteur information, quand on est bien informé, ça peut aider les gens, notamment par exemple par rapport au confinement. Et les personnes qui ont déjà une maladie mentale seront plus vulnérables que les autres. Quelles mesures pourrons-nous
quelles mesures pourront être déployées par le gouvernement, les établissements de santé et la population. Donc, communiquer de façon efficace l'information à la population, adapter les services psychosociaux selon les besoins de la population et surtout les groupes vulnérables. Je parlais des patients psychiatriques qui n'ont pas accès à un foyer, qui sont dehors, les personnes qui sont démunies financièrement, assurer par exemple des maisons d'accueil ou des appartements thérapeutiques, assurer l'accès à un ensemble de services en santé mentale. Là, je voulais revenir très rapidement sur le problème des médicaments. Si dans les autres spécialités, les pharmaciens ont été autorisés à délivrer les médicaments sans ordonnance, les patients psychiatriques, sachant que les psychotropes font peur, sont vus refuser leur ordonnance et ont été en rupture de traitement. Et donc, il y a eu aussi des rechutes à cause de ça. Les moyens technologiques sont à privilégier. De très belles choses ont été faites en France. J'espère que nous pourrons faire la même chose, comme par exemple la télémédecine. Là aussi, je dirais que notre médecine a une connotation culturelle. Nous n'avons pas cette facilité, par exemple, de contacter nos patients par Skype ou les contacter par téléphone, mais ça reste quand même quelque chose qui est très utile et à laquelle on pourrait penser. Enfin, miser sur l'autonomie des personnes et sur la capacité d'initiative, c'est-à-dire que la population, il faut toujours la renforcer, il faut encourager les choses qui ont été faites, notamment les actes d'entraide et de solidarité dans les milieux de vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute pour les questions. Merci, professeur Madui, pour toutes ces explications claires, détaillées et pleines d'humanité. Cependant, nous allons passer aux questions et aux réponses. Nous avons reçu beaucoup de questions de la part des participants. Le timing ne nous permet pas de les traiter toutes. Nous avons sélectionné quelques-unes. Première question pour vous, professeur Madui. Comment surmonter la peur de tomber malade du Covid-19, soit pour la population générale, soit pour les patients qui présentent un trouble psychiatrique? Alors, moi, je reformulerai peut-être la question autrement. D'abord, la peur, c'est un sentiment qui est naturel. Nous, même les soignants, on a peur. D'accord? Donc, avoir peur, c'est tout à fait naturel. Seulement, il ne faut pas que la peur prenne des proportions considérables. Et dans ce cas, si c'est le cas, c'est-à-dire que si on a tout le temps peur, que ça nous empêche de travailler, de vivre normalement, il y a des techniques de gestion du stress qu'on pourrait donc apprendre ou enseigner à nos patients, notamment la relaxation, c'est une technique qui marche très, très bien. Alors, deuxième question, professeur Madui. Comment peut-on rassurer la population après le déconfinement de la peur d'avoir une deuxième vague de la propagation du Covid-19? Et quel est le moyen pour gérer d'autres pandémies à venir? Alors, toujours, donc comment rassurer la population? Je pense qu'on peut la rassurer dans un premier temps en lui donnant les moyens de protection. Ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, je pense que l'espoir fait vivre. Hein. Il faut rassurer et dire que on a traversé d'autres crises, on s'en est sorti. Il y a plusieurs, en fait, c'est un virus qu'on commence juste à connaître et certains vous disent que peut-être la pandémie va s'arrêter avec pas la sécheresse, les temps chauds. Et donc donner des informations qui est claires et à cet égard je salue l'équipe d'épidémiologie de Constantine qui nous donne tout le temps des informations claires et précises, ce qui est pour nous rassurer, soit notamment quant à la diminution du nombre de décès, ce qui n'est pas encore le cas chez nous à Constantine. Troisième et dernière question, professeur Madui. Pensez-vous qu'il y aurait une nouvelle entité psychopathologique post-Covid-19 qu'on pourrait probablement intégrer dans les classifications psychiatriques?
Excellente question. Honnêtement, je ne sais pas. Ça sera en tout cas essentiellement un PTSD Covid ou post-Covid probablement. C'est le temps qui nous dira. Et est-ce que ça va être intégré ou non? Oui, si ça apparaît, ce serait intéressant de l'intégrer parce que ça va être différent justement en fonction des cultures et des populations. Merci à vous, professeur Madoui. Nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Je vous laisse la parole pour dire un dernier mot. Voilà, je vous remercie à mon tour. Je remercie les laboratoires Pharmalian. Je remercie tous les participants. Je reste à votre disposition. C'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, qu'on ne peut pas aborder toutes les facettes. Je voulais juste vraiment partager quelques points avec vous et je reste à votre disposition. Prenez soin de vous, restez confinés pour l'instant et surtout, ne perdons pas espoir. C'est ça qui va nous permettre de s'en sortir. Et merci et sahaftorkum. Donc, au nom des laboratoires Pharmalliance, je remercie vivement tous les participants qui ont assisté au webinaire Stress, aspects psychologiques et psychiatriques liés au Covid-19. On vous dit, prenez soin de vous et de vos familles. À très bientôt.